Ça y est, la porte est fermée. On va mettre un peu de solennité dans nos discussions, mais en tout cas, la porte est fermée, mais le but, c'est bien que ça fasse écho à l'extérieur et que ça résonne. Hein. Et j'espère que le fait qu'on parle depuis ce lieu, ça apportera. C'est donc, en tout cas, avec grand plaisir que Médecins du Monde et la Fondation de Médecins du Monde, nous vous accueillons pour la 8e journée de la 8e journée scientifique de la santé humanitaire et solidaire. Je vous remercie d'être venus nombreux et d'être aussi nombreux à distance. Vous le savez, depuis 2015, nous souhaitons que cette journée soit un vrai rendez-vous, un temps de réflexion et de discussion qui réunissent différents acteurs préoccupés par les questions de santé, précarité, d'inégalité et d'injustice sociale. C'est ce qui nous regroupe. Avant d'aller plus loin, je souhaite dédier cette journée à Olivier Van de Castel, notre ancien collègue, ami et membre de Médecins du Monde, qui est arbitrairement détenu en Iran dans des conditions inhumaines, et ce, depuis maintenant 407 jours. L'action humanitaire a différentes facettes, et là, nous allons nous consacrer sur des aspects de recherche. Mais finalement, pourquoi la recherche opérationnelle pour Médecins du Monde ? Tout simplement parce que Médecins du Monde est une ONG de solidarité internationale qui est présente dans une trentaine de pays et la France. Tout simplement aussi parce que nous voulons un monde où les obstacles à la santé auront été surmontés et où le droit à la santé sera effectif. C'est simplement écrit dans notre projet associatif. Et pour Médecins du Monde, la santé est donc bien un sujet politique. Politique dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qui concerne le pouvoir, la manière de gouverner et les aspects stratégiques pour gérer les affaires publiques, et en particulier les affaires qui ont trait à la santé. Médecins du Monde est donc une ONG un peu idéaliste, mais surtout très pragmatique. Et c'est pour ces raisons que Médecins du Monde est concerné par la recherche qui ne fait pas que produire des savoirs. Tout d'abord, en termes de responsabilité, et je rappelle que nous avons besoin de références solides en matière scientifique, mais également il nous faut être capable d'avoir une lecture critique de ce qui existe. Nous avons besoin de compétences. La recherche est une des façons de répondre aux besoins d'amélioration de la qualité des pratiques et au bout du bout, finalement, de mieux accompagner, prévenir, soigner. La recherche, c'est également un moyen de répondre aux besoins d'innovation. En tant qu'ONG, nous construisons et proposons des solutions pour mieux prendre en compte les besoins de santé des populations les plus vulnérables et précarisées. La recherche permet d'inscrire dans le long terme ce que nous développons à court ou moyen terme. La recherche qui nous intéresse est bien celle qui sert notre plaidoyer, qui va nous aider à faire bouger les lignes. C'est la recherche qui se questionne pour intégrer aussi au mieux les personnes concernées afin de se rapprocher au plus près de leurs besoins. Cette journée scientifique est donc l'occasion de présenter nos résultats, mais aussi ceux de nos partenaires autour de ce sujet que nous avons en commun. C'est l'occasion de mettre en valeur les recherches et les innovations dans le champ médico-social. Cette année, nous parlerons de l'influence de la recherche sur les politiques publiques. Alors j'ai fait un peu de spéléo pour regarder tout ce qu'on avait traité et j'ai vu qu'en 2017, nous avions amorcé des réflexions sur ce sujet, cette problématique, dans un forum intitulé « Le poids de la recherche et de l'expérience humanitaire dans les décisions politiques ». Si nous souhaitons revenir à ce sujet, ce n'est pas par hasard, mais cette fois, nous allons parler plutôt d'influence que de poids et de politique publique plutôt que de décisions politiques elles-mêmes. Nous voulons que la société évolue avec plus de justice sociale et plus de santé. Et vous nous direz peut-être comment la recherche entre en ligne de compte dans le rapport de force avec les pouvoirs politiques, où être le plus efficace pour faire bouger les lignes, et quel scénario mettre en scène pour que les résultats des recherches soient pris en compte. Avant de passer la parole à Stéphanie pour vous présenter le programme de la journée, je souhaite remercier tous les animateurs et intervenants qui s'associent à vous aujourd'hui pour partager leur savoir et alimenter nos réflexions. Vos contributions sont précieuses dans le domaine de la lutte contre les inégalités, l'injustice et la violence. Je souhaite enfin remercier les équipes de Médecins du Monde qui ont coordonné depuis plusieurs mois ce programme
en collaboration avec les différentes directions. Je remercie l'équipe technique qui assure toute la logistique, c'est à chaque fois un défi, et qui a mis tout en œuvre pour que cet événement ait lieu. Et mes remerciements s'adressent également au Conservatoire d'art et métiers qui nous accueille aujourd'hui, à la Fondation de Médecins du Monde qui soutient cet événement depuis 2015. Nous allons donc pouvoir travailler. Je vous remercie et bonne journée. Allô. Bonjour. Donc, bonjour à tous et toutes. Bienvenue à cette nouvelle édition de la journée scientifique de la santé humanitaire et solidaire de Médecins du Monde, organisée en partenariat avec la Fondation Médecins du Monde. Merci d'avoir répondu, très nombreux, à cette invitation en présentiel et en distanciel. Durant cette journée qui a pour fil rouge l'influence de la recherche sur les politiques publiques, nous discuterons de l'avancée de la lutte contre les inégalités sociales et de santé. Ainsi, nous avons prévu d'aborder quelques angles de ce sujet durant 3 sessions de présentation des projets de recherche qui porteront sur les thématiques de la politique du logement, la politique de prévention, mais aussi l'idéologie politique ou la politique sécuritaire. Nous terminerons la journée avec une table ronde qui portera, elle, sur la place de la science dans les changements des politiques publiques. Quelques informations techniques et logistiques. Donc, à chaque fin de session, il y aura un temps de questions dans la salle et également en ligne, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. L'événement est entièrement enregistré. Vous pouvez, par la suite, le revisionner ou le partager. Il est possible d'écouter toutes les transcriptions en français ou en anglais. À cet effet, un casque audio est prévu à l'entrée. N'hésitez pas à vous servir. En ligne, vous avez 2 liens, un en français et en anglais, suivant votre langue de choix. Le déjeuner se fera dans une salle à 3 minutes d'ici, magnifique salle, donc dans l'enceinte du CNAM. La journée se clôturera par un pot de l'amitié dans la même salle. Et enfin, pour tweeter, vous avez juste à faire #JSMDM2023. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Christian pour la première session. Merci. Ça marche? C'est mieux d'avoir un micro, non? C'est bon, allez, on va se débrouiller, là, c'est pas grave. Ça marche? Ouais. Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour aussi à toutes les personnes qui sont en distanciel. Bon, j'espère qu'ils seront aussi nombreux, voire plus nombreux que dans cette salle. Alors, donc en fait, le premier round, on va dire ça comme ça. Merci, ouais, je préfère. C'est bon, vous m'entendez? Le premier round concerne la question de la politique du logement. Juste pour une courte introduction, en fait, il y a un nombre certain de données scientifiques aujourd'hui qui montrent que le logement est un déterminant social majeur de santé
mais ça ne suffit pas pour que les politiques de santé s'alignent sur ces données scientifiques. Donc ça c'est un problème très important qu'on va essayer d'aborder dans les 3 interventions qui vont être présentées maintenant. Donc on va commencer par Juan Diego Poveda Avila. Juan est donc référent social MDM et je crois anthropologue, c'est ça. Et donc il va nous parler donc, à partir d'une recherche, la condition précaire et la manière dont elle impacte la santé, particulièrement la santé mentale. Je te laisse la parole, Juan. Merci. Donc, merci déjà à toutes et à tous d'être présents et disponibles aujourd'hui. Ça fait plaisir de voir du monde pour discuter autour de la recherche. Je vais vous parler du coup d'une recherche que nous avons menée, que nous avons accompagnée, une recherche opérationnelle que nous avons accompagnée à Nantes, en France. Ok, c'est parfait. Et du coup, l'idée c'est de vous présenter un petit peu les éléments de contexte, un petit peu les résultats, mais surtout parler de comment les résultats ont été utilisés. Qu'est-ce qu'on a fait avec les résultats de la recherche, à quoi ça a servi et c'est quoi l'utilité aujourd'hui. Okay. Tout d'abord, voilà, du coup, quelques éléments de contexte. Ensuite, vous présenter très rapidement les résultats de la recherche. On a nos rapports avec l'ensemble des rapports des recherches qu'on va vous présenter aujourd'hui de Médecins du Monde, où on a les rapports disponibles. Mais surtout, voilà, parler de comment on a utilisé les résultats et à la fin, une synthèse de quelques apprentissages clés pour les thèmes qui nous concernent aujourd'hui. Quelques éléments de contexte, donc déjà savoir que le sans-abrisme c'est un phénomène complexe et qui implique, donc, quand on parle d'habitat précaire, on parle de beaucoup de situations très diverses. L'équipe de la délégation du programme à Nantes a identifié 4 catégories, ou un terme qui regroupe 4 types d'habitat. Donc on parle d'habitat instable, c'est-à-dire temporaire, de séjours très courts. Informel, ça veut dire avec une menace d'expulsion, donc une incertitude de pouvoir rester. Et indigne et insalubre, c'est-à-dire des lieux qui ne sont pas aptes, qui sont impropres par nature à l'usage d'habitation, mais qui représentent aussi des risques sanitaires assez élevés. Les sans-abrismes aussi, il y a pas mal d'études qui le montrent, des rapports comme des rapports de la Fondation Abbé Pierre qui montrent que c'est un phénomène en progression, malheureusement, c'est quelque chose qui est en train d'augmenter les dernières années, qui s'aggrave de plus en plus. Et parmi cette problématique, on a la situation des femmes enceintes ou ayant accouché récemment, qui se retrouvent sans solution d'hébergement stable, durable et adaptée. Et c'est une situation notamment qui avait été constatée déjà en 2019 par plusieurs acteurs, mais notamment par des professionnels de santé. Donc c'est les CHU qui se rapprochent des acteurs associatifs comme Médecins du Monde pour partager déjà un constat qu'on retrouve souvent des femmes qui viennent accoucher, qui accouchent, et du coup l'hôpital se retrouve à faire office d'hébergement d'urgence parce qu'on ne peut pas juste dire aux femmes rentrez chez vous alors qu'il n'y a pas de chez vous, ou chez vous c'est la rue, avec des conditions insalubres et très problématiques pour l'enfant. Donc accueillir toutes les femmes, ce qui n'est pas forcément une solution idéale parce que c'est une grosse occupation des lits, alors qu'il y avait aussi tout un besoin, on l'a vu pendant la Covid, tout un besoin aussi d'avoir des disponibilités à l'hôpital. Et surtout, ce n'est pas le métier de l'hôpital de faire de l'hébergement d'urgence. Du coup, une grosse inquiétude là-dessus de comment on peut se mobiliser. Et donc, quelques éléments aussi sur les conséquences finalement sur la santé. Il y a pas mal de bibliographies là-dessus qui montrent déjà des impacts sur les suivis de grossesse. On a un suivi de grossesse très tardif. Le fait d'habiter dans un habitat précaire, voilà, ça impacte un suivi régulier. Aussi une probabilité plus élevée de faire face à des complications pendant la grossesse ou des complications pour l'enfant qui vient de naître. Et aussi de nombreuses études qui montrent une corrélation entre l'habitat précaire, les conditions précaires de vie, et la mortalité infantile, l'accouchement prématuré, les retards de croissance intra-utérin et le faible poids des naissances aussi. Donc tout ça, c'était largement documenté dans la bibliographie. Et on a eu une évolution aussi pendant la pandémie du Covid. Comme on sait, voilà, la Covid a bousculé pas mal
des choses. C'était une crise, mais c'était aussi une opportunité pour faire bouger aussi certaines solutions. Donc il y a des solutions d'hébergement qui se sont développées pendant la Covid, qui ont amélioré un peu les conditions de vie des femmes et de toutes les personnes qui sont impactées. Mais il faut savoir que ce n'est pas des conditions durables, qu'il y a toujours un risque d'expulsion, ce n'est pas des logements pérennes. Et surtout, on a constaté que ce n'est pas encore des solutions complètement adaptées par rapport aux besoins de la population. Du coup, face à tout ça, on s'est dit que ça serait intéressant de mener une recherche opérationnelle à la fois pour documenter cette réalité, pour amener des éléments de compréhension, mais notamment, c'est ce qui manquait dans la bibliographie, c'était les points de vue des femmes, de comment cette situation est vécue par les personnes qui sont au centre de la problématique. Donc il fallait pouvoir restituer la parole des femmes, restituer les vécus, l'expérience de vie, et notamment l'expérience du suivi de grossesse et surtout voir justement l'impact possible des conditions de vie sur la santé. Du coup, de façon plus spécifique, il s'agissait du coup de décrire la perception déjà des déterminants de la santé, c'est quoi les déterminants identifiés par les personnes, et les liens, et du coup, comment les conditions de vie peuvent apparaître dans ces perceptions. Ensuite, les vécus du coup du suivi des grossesses, le rôle de l'entourage aussi, parce qu'on parle beaucoup de l'interaction entre les femmes et les services de soins, mais autour, il y a tout l'entourage familial et amical qui est aussi important. Des fois, ça peut être un facilitateur, des fois, ça peut bloquer aussi et faire obstacle. Il y a des dynamiques de prise de décision, de pouvoir qui peut rentrer en jeu. Et l'idée, c'était de documenter aussi, de mettre en perspective la parole des femmes et la parole croisée avec différents discours, mais surtout d'identifier aussi les stratégies d'adaptation adoptées. C'est-à-dire que finalement, les personnes font avec, et l'idée, c'était de documenter justement ces stratégies. Très rapidement, en termes de méthode, donc on est sur une approche qualitative qui visait la saturation d'informations. Du coup, 26 entretiens qui ont été menés auprès des femmes enceintes ou ayant accouché récemment et quelques membres de l'entourage familial ou amical. Et un recours à l'interprétaire pour la plupart, notamment pour faciliter la parole et que les entretiens puissent se faire en langue maternelle, notamment en romani. Et après une analyse thématique des discours qui a été validée aussi, et je vais revenir, avec les personnes qui ont participé. Donc il y a eu des sessions de restitution qui ont permis d'affiner un petit peu les analyses aussi. En termes d'utilisation opérationnelle, parce qu'on est sur la recherche opérationnelle, l'idée c'était effectivement d'apporter des éléments qui peuvent éclairer la problématique pour ensuite développer des actions concrètes qui concernaient tous les acteurs autour. Et du coup, la mise en place, c'était une recherche, une étude menée par Giulio Borgi, qui était interne en santé publique au CHU de Nantes. Et une recherche pilotée par les sièges aussi, avec l'accompagnement du siège et de la délégation des Pays de la Loire, et un encadrement universitaire. Et ça, c'était intéressant, effectivement, je vais revenir à la fin, de justement avoir la chance de pouvoir bien coïncider une logique, un accompagnement académique, scientifique, et aussi une vision opérationnelle qui permet au fur et à mesure de s'assurer qu'on est sur la bonne route par rapport aux objectifs de la recherche. En termes de résultats, très rapidement aussi, voilà, on ne découvre pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on a des choses qui nous confirment la revue de littérature. Ce n'est pas une recherche qui nous montre des choses nouvelles, mais qui nous permet déjà de confirmer ces constats, notamment en restituant la parole des personnes concernées. Du coup, effectivement, une perception d'un impact négatif des conditions de vie précaires sur la santé, notamment en termes de santé mentale. Par exemple, le fait de ne pas savoir où je vais dormir la semaine prochaine, effectivement, c'est toute une charge mentale qui peut affecter énormément. Le fait d'être hébergé, oui, mais sans ma famille, sans mes amis, sans mon mari, effectivement, ça peut jouer aussi sur la charge mentale. Et aussi des souffrances en termes physiques, de la fatigue physique, des complications au cours de la grossesse, donc tout ça, ça confirme la littérature, et l'aggravation aussi des pathologies chroniques, parce que justement, ça impacte les suivis. On a les biais aussi dans la recherche, que c'était aussi, on a la Covid qui est rentrée dans les jeux aussi, du coup, ça a impacté effectivement toutes les possibilités de déplacement. Donc voilà, ça c'est parmi les facteurs. Et aussi, on a vu qu'être entouré c'est-à-dire que le rôle de l'entourage était plutôt vu comme quelque chose de positif pour le suivi des grossesses, notamment parce que ça aide pour des tâches quotidiennes, la garde des enfants, aller chercher la nourriture. Voilà, du coup, c'est très important que les personnes puissent rester entourées par ses proches.
Et aussi quelques facteurs qui influencent, du coup, qui peuvent avoir un impact sur le suivi des grossesses. On a identifié notamment 3 du point de vue des personnes interviewées. Déjà, les longs temps d'attente. Des fois, pour obtenir un rendez-vous, ça peut être assez long. Du coup, ça retarde effectivement le suivi. La barrière de la langue, effectivement, ce n'est pas toujours facile de trouver un interprète. Et la peur de la Covid aussi, la peur de se déplacer, de contagier de la maladie, voilà. Ça a aussi impacté un petit peu. Et en termes de besoins des personnes, une des questions qui était posée, c'était de placer sur une échelle de priorité un peu vos besoins. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'avant la santé, il y a tout d'abord les logements, avoir un logement adapté et surtout stable. Comme on disait tout à l'heure, c'est effectivement cette incertitude de ne pas savoir où je vais dormir qui peut représenter un gros poids sur la santé des personnes. En deuxième lieu, le fait de pouvoir travailler et avoir une situation administrative régulière, et notamment pour avoir une indépendance. C'est-à-dire que les personnes nous disaient, bah, effectivement, c'est bien d'avoir de l'aide alimentaire, c'est bien d'avoir des aides comme ça, mais moi, dont j'ai besoin, c'est pouvoir travailler, pouvoir avoir une cuisine, que moi, je sais me faire manger, je suis personne adulte, j'ai juste besoin d'être indépendant. Donc ça, c'était très important aussi. Ce n'est pas forcément les solutions d'assistanat qui vont répondre aux besoins, c'est plus viser l'indépendance des personnes. Et effectivement, ça passe aussi par la régularité administrative. Et puis, en dernier mot, après ces facteurs, effectivement, être en bonne santé. Mais du coup, c'était intéressant que pour des personnes, c'était important d'avoir ces déterminants avant la santé. Et finalement, qu'est-ce qu'on a fait avec les résultats? De quelle façon on a essayé de présenter les résultats? C'est un peu classique avec Médecins du Monde, c'est un peu notre tradition. On a toute une collection de rapports scientifiques que je vous invite à consulter. Ils sont tous disponibles sur le site internet, j'ai fait un peu la pub. Mais on a une belle collection de rapports, on a certains paramètres voilà, qu'ils vont faire peu neuf bientôt, possiblement. Du coup, voilà, une des manières comme on a valorisé la recherche, c'était déjà faire la publication du rapport. Mais aussi, du coup, on a vu qu'il y avait un atout à intégrer aussi, à contribuer aux connaissances scientifiques autour de la question. Du coup, il y a aussi la publication d'un article scientifique en anglais dans une revue en open access. On a pu dégager un peu de budget pour ça parce que ça coûte, malheureusement, être un accès libre, être de publication scientifique en accès libre, c'est un budget, malheureusement, c'est comme ça. Mais voilà, on a tenu quand même à pouvoir le faire. Mais aussi, on a commencé à élaborer des supports plus opérationnels, des supports de plaidoyer, donc ce qu'on appelle en anglais un policy brief, ou en français une note politique, nous on l'appelait recommandation pour que ça soit plus clair. Et l'idée, ce n'est pas forcément une synthèse de la recherche, c'est plus un message de plaidoyer. C'est OK, on a appris ça, mais qu'est-ce qu'on fait après? C'est quoi qu'on demande aux acteurs de réfléchir, de faire? C'est quoi les messages que nous on porte en tant qu'acteurs associatifs? Donc c'est vraiment, il y a une petite synthèse de la recherche, il y a quelques éléments, on amène des verbatims, mais l'idée c'est vraiment un document sur quelques pages, très facile à lire, très rapide, qui va être peut-être plus facilement à lire qu'un rapport de 80 pages. Donc tout ça pour favoriser que les résultats de la recherche soient vraiment connus. Également, on a fait appel à un graphiste, un facilitateur graphique, pour nous aider à imager les résultats de la recherche. On a déjà, par toutes nos recherches, tout le travail, même si c'est des petites études, on a un engagement éthique à Médecins du Monde de redevabilité auprès des personnes qui ont participé à la recherche. Et du coup, il y avait déjà cet engagement-là de comment on restitue de la façon la plus adaptée les résultats aux personnes. Donc c'est des supports qui ont été faits en français, mais aussi traduits en romani, du coup c'était la langue la plus parlée par les personnes. Mais l'idée c'était aussi avoir des supports qui facilement, dans un coup d'œil, permettent de représenter tout ce qu'on a appris. Du coup ça peut marcher aussi auprès des décideurs politiques. Et on les intégrait aussi dans les rapports, ça nous a permis d'améliorer. Voilà, du coup à la fois c'était les résultats de la recherche, mais aussi les recommandations, un peu imagées tout par des graphiques. Comment on a utilisé ces résultats? Déjà, comme je vous disais, des restitutions auprès de la population. Il y a eu une restitution sur les bidonvilles, sur les lieux de vie de personnes, et qui a facilité des discussions. Et ça, c'était très intéressant parce que ça a déclenché toute une dynamique d'intérêt, de faire groupe autour de ces thématiques par les personnes. Du coup, un enthousiasme de parler autour de ça. Et c'était très intéressant d'avoir pu générer ça dans la population. Et du coup, ça a permis de revenir, ça a permis à l'équipe de la délégation à Nantes de revenir régulièrement sur ces lieux et avoir des temps collectifs avec la population. Et
par la suite, du coup, il y a eu tout un travail de mobilisation qui a abouti à la rédaction d'une lettre d'invitation, interpellation au maire, du coup, une lettre rédigée par les personnes, par toutes les familles qui ont souhaité s'impliquer, qui a été rédigée par les familles et signée par les familles, et tout ça accompagné par Médecins du Monde, mais c'était vraiment très participatif. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse officielle à cette lettre-là. Mais je pense que la lettre a quand même contribué aussi à tous les langues, toutes les publications et tous les appels, tous les clics qu'on a fait après la recherche, et pour mobiliser justement tous les acteurs autour. Et après, voilà, on n'a pas forcément poursuivi les travaux autour d'autres questions. Il n'y avait pas forcément le même intérêt pour d'autres questions, pour continuer à discuter chez la population pour d'autres questions que sur les logements et les conditions de vie. Mais l'équipe, de toute façon, il reste en contact avec toutes les personnes. En termes de plaidoyer, du coup, il y a une première restitution en avril 2021 et les rapports aussi, pas les policiers briefs à l'époque, mais maintenant on commence à les distribuer, mais les rapports ont été envoyés à tout le monde. On a essayé de les envoyer vraiment de façon très très large et ça a permis d'obtenir quelques rencontres individuelles, notamment auprès de la mairie, de quelques élus de la mairie qui ont manifesté leur intérêt pour convoquer tous les acteurs, pour se réunir, et même pour un éventuel portage au niveau national de la question. Les sous-préfets aussi nous a reçus, avec aussi a manifesté son intérêt pour dialoguer, pour convoquer tout le monde. Et évidemment, les CHU, déjà, eux, c'était un peu à leur initiative qu'on a aussi commencé à réfléchir sur la question. Du coup, ils s'étaient évidemment intéressés, mais notamment un intérêt pour toutes les données qualitatives, parce que ce qui manquait à tous les personnels soignants, c'est-à-dire qu'ils avaient la perspective des conséquences. Ils sont les femmes qui arrivent avec la problématique de ne pas avoir un endroit adapté pour se loger, mais pas forcément la connaissance du coup de qu'est-ce que ça représente pour les personnes. Du coup, c'était intéressant de pouvoir restituer les vécus des femmes, comment le suivi des grossesses est vécu par les femmes. Du coup, ça c'était aussi un apprentissage important pour les personnels soignants. Et c'était aussi l'occasion pour améliorer la connaissance interne entre les services du CHU, la direction du CHU qui n'avait pas forcément toute la connaissance de qui font ces équipes sur le terrain pour les solutions auprès des femmes. Donc ça a permis aussi de peut-être réactiver des dialogues qui ne se font pas forcément en interne. Et puis aussi le conseil départemental qui a manifesté également son intérêt. Tout ça, ça a permis d'organiser une réunion qui aura lieu le 17 mai. Et on a beaucoup d'attentes par rapport à cette réunion de qu'est-ce que ça va donner. Et comme vous pouvez l'apercevoir dans la liste, il manque un acteur très important qui est la ARS. Et du coup, il y a eu beaucoup d'efforts de pouvoir avoir un contact, une mise en relation. Ma collègue m'avait appris qu'on a peut-être une réponse maintenant, on va voir si ça se concrétise. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ça crée tout un élan d'intérêt autour de la question, de se réunir et d'en parler d'un sujet. Et quelques améliorations concrètes, donc tout ça c'est un dialogue, on discute, c'est intéressant la question, mais finalement c'est quoi les améliorations concrètes? Il y a eu des dispositifs qui sont mis en place depuis notamment la Covid. La Covid a fait bouger des choses, mais ça reste des solutions qui sont pas durables, qui sont et surtout pas tellement adaptées, notamment des dispositifs par exemple pour héberger les femmes, mais tout seuls. C'est-à-dire que sans leur famille, et sans leurs amis, sans leur mari, et on sait que des fois c'est des familles nombreuses, et du coup c'est effectivement une question compliquée et on a vu l'importance effectivement d'avoir le support moral de l'entourage. Du coup, voilà, il y a beaucoup de travail à faire pour des solutions plus pérennes. Et voilà, ça c'est la même chose, une petite synthèse. Ouais. Et puis, je vais bientôt finir. Juste pour finir, du coup, quelques apprentissages. Déjà, on voit que la recherche elle permet de mettre en lumière un sujet qui est peut-être connu, c'est-à-dire qu'on ne découvre pas des choses avec cette recherche. Par contre, ça permet de mettre un coup de projecteur sur quelque chose, une thématique hyper importante, mais qui se noie parmi d'autres thématiques. On a eu la Covid, on a eu d'autres problématiques publiques de santé. Du coup, c'est important de mettre un coup de lumière, mais attention, n'oublions pas que cette thématique existe. Ça pose une question, quand même, c'est l'accessibilité des connaissances scientifiques. Il y a énormément de choses scientifiques qui sont produites. Est-ce qu'on y a accès? Des fois, c'est des productions qui sont payantes pour pouvoir les connaître. Du coup, ça pose la question comment rendre accessibles les connaissances scientifiques. Deuxième apprentissage, c'est que les productions de la recherche, elle permet aussi de réactiver des dialogues, soit interacteurs, soit intra-acteurs, une meilleure connaissance des acteurs, c'est une mise à distance des pratiques. Du coup, ça peut être une occasion pour le faire. Ça pose la question, ok, les dialogues, c'est cool, un dialogue, tout le monde nous dit que c'est intéressant la question, mais finalement, en concret, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça donne? À quoi on s'engage? Comment on traduit
l'intérêt qui suscite la recherche en quelque chose de concret. Troisième message, c'est que la valorisation, finalement, tout ça est vraiment dépendant du format. Si on se tient qu'au rapport de 80 pages, d'une centaine de pages, un rapport scientifique, ça ne va pas le faire, personne ne va le lire. Du coup, ça pose effectivement, c'est important de pouvoir innover dans les supports, mais ça pose la question, ça coûte. C'est un budget quand même de pouvoir imager, de faire appel à des graphistes, etc. Tout ça, c'est un budget qui n'est pas forcément intégré dans les budgets de recherche. Du coup, ça pose effectivement cette question de comment l'anticiper aussi. Et finalement, et j'ai fini, j'ai laissé la place à la discussion, la nécessité aussi d'un pilotage coordonné entre les mondes opérationnels et scientifiques, qui n'est pas toujours facile. Nous, on a eu la chance d'avoir de très belles personnes qui ont rendu la chose assez fluide, mais ce n'est pas simple parce que c'est des logiques, notamment au niveau temporaire, qui ne sont pas les mêmes. On a deux temporalités, une temporalité qui va très vite de l'opérationnel, une temporalité scientifique qui est des fois restreinte à des temps d'une thèse de doctorat, d'un stage de master. Du coup, ce n'est pas évident de gérer les deux. Du coup, justement, ça pose la question comment faire coïncider ces deux univers. Et puis voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je laisse la place aux questions. Merci, Erwan. J'ai oublié de dire quelque chose, là, puisque tu parles de discussion. On va prendre un temps de discussion après les 3 interventions. Alors, classiquement, on se rappelle plus facilement de la dernière que des deux premières. Donc, gardez vos questions pour chaque intervention, si vous en avez pour la première, la deuxième ou la troisième, qu'on puisse équilibrer un peu les questions à la fin de la session. Il y a beaucoup à faire, hein, parce que les maires sont aussi pris en tension entre d'autres adversités qui, aujourd'hui, sont dans la place publique pour qu'il n'y ait pas effectivement d'accueil des personnes qui sont précaires. Donc je pense que la question que tu poses est une question très importante et elle est d'une actualité brûlante. Alors maintenant, je vais poser la question, je vais donner la parole à Stéphanie Van den Toren. Stéphanie donc, est épidémiologiste à Santé publique France. Elle avait annoncé une recherche sur l'enfance. Et puis, après préparation et discussion, et puis ça va dans le sens de ce qu'a dit Erwan, elle va plutôt nous présenter quelque chose autour de la question du Covid, qui est à la fois quelque chose qu'on a vécu de façon parfois douloureuse, mais qui est une fenêtre d'opportunité parfois pour la recherche. C'est à toi, Stéphanie. Oui. Merci à tous. Et je vais peut-être prendre le petit machin pour passer. Ah oui. Merci. Important. Je suis contente d'être ici parmi vous pour discuter de cette question un peu brûlante de l'articulation entre la recherche, les acteurs, les politiques publiques. Et c'est pour ça qu'on a changé finalement le sujet, parce que les conséquences de l'absence de logement sur l'enfance, ça reprend un peu les mêmes méthodologies et supports de communication qui a été présenté par Juan. Notamment, on a fait un plaidoyer avec l'UNICEF et le SAMU social de Paris. Donc je pense qu'avec cette première illustration, vous avez déjà une idée des outils. Et donc on a choisi de vous présenter un autre outil, qui est la mobilisation de connaissances, pour faire le petit pont, non pas entre les acteurs et les chercheurs, comme a présenté Joanne, mais en rajoutant le décideur dans la boucle, pour voir un peu comment on peut avoir une autre façon d'approcher cette thématique brûlante, mais toujours d'exclusion par le logement. Alors du coup, on a choisi de vous présenter un peu cette méthode qui s'appelle la mobilisation de connaissances, qui est issue en fait des méthodes du Québec et qui font beaucoup ce genre de travail. On s'est rendu compte, bien sûr, pendant la crise Covid, que ça allait aggraver les inégalités sociales de santé, et en particulier, c'est des populations qui sont exclues par le logement. Donc je coordonne un programme d'inégalité sociale de santé à Santé publique France, notamment d'équité en santé. Et on aimerait travailler un peu mieux sur les déterminants structurels de la santé, dont l'absence de logement est important, et pas seulement sur des comportements individuels, mais travailler un peu plus sur les déterminants structurels pour pouvoir agir un peu mieux sur les outcomes de santé, puisque le modèle logique de l'OMS, je ne voulais pas rappeler ici, parce que je pense que c'est quelque chose que vous connaissez bien, c'est que que l'état de santé est socialement différencié et dû essentiellement aux déterminants structuraux et sociaux de la santé, dont la discrimination fait partie d'ailleurs, et l'exclusion par le logement, mais c'est des choses que vous connaissez bien. On savait que donc les populations qui sont sans domicile
serait avec un risque accru d'infection qui est lié à plusieurs facteurs. D'abord, c'est parce qu'il y a une densité, une promiscuité dans les lieux de vie et les hébergements collectifs, une difficulté pour eux à appliquer les mesures barrières, notamment pour les accès à l'eau et de pouvoir avoir des accès aux douches individuelles, toilettes individuelles, etc. Des difficultés d'accès aux soins et aux droits, et une certaine, je vais y revenir, invisibilité qui pose des problèmes, ainsi qu'une mobilité et une insécurité constante. Donc les taux de prévalence, on n'en avait pas au moment où on a fait cette étude, à part MSF qui avait fait une étude de séroprévalence, donc qui avait montré bien sûr ce qu'on attendait, c'est-à-dire un taux de prévalence largement supérieur à la moyenne nationale qui était observée. On avait également observé que ça, mais nous, dans nos systèmes de surveillance à Santé publique France, les populations sans domicile, elles passent complètement sous le radar. Simplement parce que ce sont des populations qui sont exclues socialement, mais exclues aussi de nos systèmes de surveillance sanitaire, parce qu'elles ne sont pas détectées. Et donc cette invisibilité, elle a des conséquences non seulement collectives, puisque ça favorise une dissémination rapide, mais aussi individuelle, avec des retards de prise en charge conséquentes. Donc on a essayé, donc avant, c'est devenu une mobilisation de connaissances, mais avant, on a voulu faire simplement un transfert de connaissances, mais c'est un petit peu l'étape d'avant. Et donc, comme je vous disais, ce modèle, inspiré de l'Institut national de santé publique du Québec, il présente un peu deux temps. Le premier, je tiens à appuyer un petit peu là-dessus parce que c'est très chronophage, mais c'est vraiment le temps de préparation qui va permettre l'efficacité du deuxième temps, qui est souvent un temps d'échange un peu plus formel, par exemple sous forme de webinaire. Donc le premier temps de préparation, il va nécessiter une analyse des besoins du public. Alors notamment, pour nous, cette question était d'avoir un hébergement sécurisé, d'avoir de l'alimentation, un accès à l'alimentation et aux services, et de pouvoir garantir une certaine mobilité. Vous voyez que dans le contexte du Covid, c'était un challenge. Analyser le contexte. Là, ce qui nous préoccupait, c'était le plan hivernal, avec du coup des gymnases qui étaient souvent réquisitionnés, et donc une promiscuité plus forte de la population. On savait que les hôpitaux étaient surchargés, et un parc d'hébergement qui était complètement saturé. Donc l'identification du problème, et c'est important d'en avoir qu'un, je le dis parce que sinon la méthode elle marche moins bien. On s'est dit on veut avoir une stratégie de lutte de la Covid dans les centres d'hébergement. Dans un premier temps, donc, on a fait le dépistage pour favoriser le dépistage dans ces populations-là, et dans un deuxième temps pour favoriser la vaccination dans un objectif d'équité en santé. Donc la première étape était de pouvoir diffuser des connaissances. Donc on a repéré, on a fait ce qu'on appelle une scoping review, donc une revue de la littérature à l'international, et aussi en France. Il y avait 4 études qui étaient en cours en France, donc ça demande d'aller rechercher de la littérature grise, puisqu'elles n'étaient pas encore publiées à l'époque. Ensuite, d'échanger, de sensibiliser par des échanges de pratiques. Et donc on a recherché ce qu'on appelle, et ça c'est important d'avoir ce temps-là aussi, c'est de faire une cartographie des acteurs, d'avoir donc les représentants de l'État, des régions qui étaient les plus fortement impactées. Donc là, on a eu la chance d'avoir les ARS, Marseille et Paris, en l'occurrence, vu les taux de prévalence qu'on avait. Des représentants des organisations qui étaient impliquées, donc c'est tous les organisations et les acteurs de terrain, et puis les chercheurs. Et puis ensuite, on améliore l'action via tous les outils que Juan a présentés. Donc si je schématise un petit peu cette méthode, c'est vraiment un processus dynamique, et c'est ça qui est un peu chronophage, c'est que dans le temps, il faut pouvoir intégrer des savoirs théoriques, donc c'est ce qu'on appelle un peu la revue de la littérature, la scoping review, tout ce que les chercheurs vont faire, et les résultats, de les traduire en fait, pour que ce soit digeste, mais aussi de prendre en compte le savoir expérientiel, c'est-à-dire le savoir des acteurs de terrain, avec des entretiens quali, et de les intégrer comme ça au fur et à mesure pour finir à avoir un nouveau savoir qui est intégré avec ces deux pans. Alors la scoping review, rapidement, pour vous donner quelques résultats, elle a montré, donc ça c'était des résultats qui ont été faits assez tôt dans la pandémie, que les facteurs facilitant et limitant la vaccination étaient différents selon l'initiation de la vaccination que de la complétude du schéma vaccinal. Donc ça c'est intéressant quand il faut 2 doses, par exemple. Sur les facteurs facilitants, on avait vu une disponibilité immédiate du vaccin après le dépistage, la vaccination sur place, c'est-à-dire on dépiste, on vaccine, avec très peu de distance au site de vaccination, pas d'attente, une mobilisation et un engagement communautaire, donc vous voyez la médiation en santé ici avait toute sa place, la mobilisation d'un programme de sensibilisation adapté, c'est-à-dire de la littératie
et des communications qui soient tangibles. Pour faire court, on ne dit pas à quelqu'un d'aller se laver les mains quand il n'y a pas d'accès à l'eau. Enfin, bon, voilà, on a adapté tout un tas de communications. Des diffusions d'informations par des relais communautaires, ça c'est important, par des relais qui soient entendus et légitimes auprès de la population à laquelle on s'adresse. Les facteurs limitants, comme toujours, c'est la compétitivité des besoins. La Covid, la vaccination, c'est le cadet des soucis des populations qui sont concernées parce qu'il y a le logement d'abord, il y a manger d'abord, il y a s'abriter, il y a se sécuriser. Pour compléter la vaccination, c'était un peu différent. Il fallait avoir déjà avoir communiqué les résultats du dépistage, avoir un calendrier de vaccination accéléré, pas attendre trop longtemps entre les 2 doses, avoir une certaine commodité, notamment, par exemple, on a trouvé un exemple intéressant dans les usagers de drogue, d'avoir en fait la vaccination qui soit adossée à d'autres services qui étaient plus prioritaires pour les personnes. Et là, la vaccination, ça peut fonctionner. Des incitations financières dans certains pays. Et la gestion et le suivi des personnes tout au long de la durée par une personne dédiée. Et là, les facteurs limitants pour la complétude, c'était vraiment les évictions, les expulsions, notamment des squats, des lieux informels qui avaient lieu entre les 2 doses. Et là, ça fout le calendrier vaccinal à mal. Sur les savoirs expérientiels, donc on a mené des entretiens qualitatifs auprès d'acteurs à l'étranger, essentiellement le Danemark, l'Israël, l'Irlande et les Pays-Bas. C'était des expériences intéressantes pour nous parce qu'à l'époque, la stratégie vaccinale en France n'avait surtout priorisé que l'âge et les comorbidités. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la situation sociale. Or, dans d'autres pays, la situation sociale faisait partie de la stratégie vaccinale. Et donc, c'est eux, et ces acteurs et ces décideurs qu'on est allé interviewer. Donc, ils nous ont bien montré que les stratégies répétées, j'insiste sur le mot répété, il fallait y aller plusieurs fois. C'était pas la première fois que ça marchait, c'était souvent un peu au long cours. De l'aller vers et du ramener vers les centres, à la fois du grand public, mais aussi des centres un peu plus spécifiques. De pouvoir faciliter la complétude des doses avec une deuxième dose au même lieu. Et il fallait avoir des appels téléphoniques, notamment pour les personnes qui n'avaient pas de numéro de sécurité sociale, pour pouvoir les vacciner. Il y a eu un effet boule de neige, c'est pour ça que c'était une stratégie répétée, c'est qu'ils ont commencé, ils ne se sont pas focalisés sur les personnes qui ne voulaient pas de vaccination ou qui étaient réticentes ou qui avaient une hésitation vaccinale, mais plutôt vers ceux qui avaient envie de se faire vacciner. Et petit à petit, ça permettait de ne pas passer trop d'efforts, on va dire, de coups d'épée dans l'eau. Et petit à petit, ça fait un boule de neige, c'est-à-dire que toutes les personnes du centre ont fini par avoir une hésitation vaccinale moindre, par effet, on va dire, de transmission, si je peux dire comme ça, de la vaccination. Et puis, il y a le passeport vaccinal international à partir de la deuxième dose, qui était aussi importante pour les gens, notamment pour les retours au pays. Sur les acteurs décisionnels en France, on a fait aussi des entretiens auprès de 5 régions, avec 3 niveaux administratifs différents, parce que la France étant très centrale, enfin, il y avait le central, le régional, et puis le départemental, les collectivités territoriales, et on est descendu comme ça sur tout l'arbre administratif, en intersectoriel, c'est-à-dire pas seulement des gens de la santé, mais aussi du logement ou d'autres personnes, et du pluridisciplinaire, donc pas que du biomédical, mais aussi des acteurs du social. Tous ces acteurs ont montré dans les entretiens qualitatifs 4 enjeux qui étaient vraiment très liés étroitement. Donc l'intention de l'adhésion vaccinale, qui était des spécificités populationnelles, les besoins étaient différents selon les populations, des stratégies d'information, d'éducation et de communication, et puis des dispositifs et d'actions d'accompagnement. Donc avec ces enjeux derrière, on a fait des focus group pour travailler de façon beaucoup plus profonde, et c'est pour ça que je vous dis que la partie préparation, elle est vraiment très importante. Et les 5 thématiques qu'on a retrouvées, qui sont finalement les piliers en fait, des chartes d'équité en santé, donc c'est l'être ensemble, l'aller vers et le ramener vers, qui est souvent les seules stratégies dont on parle, mais le être ensemble, le faire avec, c'est très important, et le respect de la temporalité, Juan en a un peu parlé, c'est quelque chose aussi de très important, puisque les temporalités sont complètement différentes entre chercheurs, acteurs et décideurs. Sur les ateliers participatifs, donc les focus group qu'on a fait ensuite, on a pu identifier des leviers d'action qui étaient la facilitation de la coordination au niveau local, l'organisation de ces vaccinations dans l'aller vers et le ramener vers, et l'adaptation des outils de communication. Et donc ensuite, on a fait le webinaire, et forcément, il a été facilité du fait qu'on avait fait ce gros travail de préparation. C'est un webinaire qui a permis de montrer beaucoup de choses.
Donc vous trouverez la synthèse, parce que je ne vais pas vous donner tous les résultats, ce n'est pas l'objet, on va plutôt discuter un peu de cette méthodologie et de comment on discute auprès des pouvoirs publics pour amener des résultats de recherche de façon un peu plus... de mettre à l'agenda politique, hein, c'est un peu plus ça la question. Mais vous trouverez tous les résultats dans ce rapport donc, qui est disponible sur le site de Santé publique France. Il y a les résultats à la fois pour le dépistage et pour la vaccination. Ce que ça a permis de réaliser, c'est d'abord d'avoir mis en lumière les manques, évidemment, au niveau de la recherche. C'est-à-dire, on avait 4 études qui avaient fait des recherches en France, mais aucune estimation de la couverture vaccinale chez les populations sans domicile. Comme attendu, elles sont exclues de toutes les études et des systèmes de surveillance. Donc on a mis en place une étude ad hoc avec Épicentre pour pouvoir mettre en lumière la couverture vaccinale des précaires. On a pu également co-construire des outils qui étaient adaptés au terrain avec une démarche de bottom-up et de co-construction en mettant en place du coup une newsletter, alors qu'on a appelé un peu MOPCO, mais en fait c'est un dispositif de communication pour les précaires. Quand je dis des précaires, c'est pas très joli, c'est plutôt des personnes en situation de précarité et notamment d'exclusion par le logement, avec des questions qui leur sont spécifiquement dédiées. Par exemple, qu'est-ce que je fais si j'ai pas de numéro de sécu, où je me fais vacciner, etc., etc. Et non pas les recommandations qu'on fait habituellement. Mettez-vous à 1 mètre, portez un masque, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'adapté. Et ça a permis surtout, et c'est peut-être le plus important, une certaine réactivité des politiques publiques, puisqu'ils étaient partie intégrante du dispositif depuis l'amont. Donc ils ont fait partie des focus group, ils ont fait partie des entretiens quali. Je ne dis pas que ça a été forcément simple, notamment parce que c'était un agenda très très contraint en période de crise, hein, donc voilà, c'était pas forcément évident. Mais ça a permis ça, plus d'autres dispositifs, d'autres études, de s'inscrire dans un écosystème où finalement il y a eu un partenariat avec la CNAM pour pouvoir mettre la CNAM a fait quelque chose de vraiment très important, notamment parce que ça avait été aussi fait dans les autres pays, hein, on l'a vu dans le benchmark, de mettre un numéro de sécurité sociale fictif d'urgence pour des personnes qui n'avaient pas de sécurité sociale, pour permettre la vaccination en fait, de ces personnes, qu'elles ne soient pas exclues, et d'avoir une certaine équité en santé pour leur permettre de se faire vacciner si elles le souhaitaient. Je vous donne juste un résultat de l'étude Prévac, parce que voilà ce que ça montre et c'est quand même intéressant. Les facteurs associés à la vaccination, bien sûr, c'était d'avoir un certain âge, d'avoir été déjà hospitalisé pour Covid, de parler français, d'avoir un statut administratif, une couverture maladie. Le rôle du médecin traitant était bien sûr souligné. D'avoir eu une information, là c'était important pour nous, par un travailleur social. Et ça nous a fait changer notre façon de travailler, puisqu'à Santé publique France, on travaille surtout avec des professionnels de santé. Mais là, on commence à travailler avec les professionnels du social. Donc là, ça change complètement la donne. Ne pas avoir Internet ou les médias, c'était un facteur protecteur, donc des fake news notamment. Et l'hésitation vaccinale a été plus due à la peur du vaccin qu'à des problèmes d'accessibilité, en fait, hein, puisqu'il y avait suffisamment de dispositifs d'aller vers. Et moi, ce que je trouvais intéressant dans cette étude, juste 2 choses. D'abord, c'est qu'on voit que, alors, dans le tableau, là, ce qui est en gris, c'est la population générale. Là. Et ce que vous voyez, toutes les courbes, c'est la couverture vaccinale de l'étude Prévac, c'est-à-dire des gens qui sont exclus par le logement, mais de façon différente. C'est-à-dire en noir, vous avez plutôt des populations qui sont dans des foyers de travailleurs migrants ou dans des centres d'accueil de demandeurs d'asile. Et en bas, c'est-à-dire ceux qui sont, eux, plus vaccinés que ceux qui sont dans des hôtels sociaux. Et ils sont encore, eux, plus vaccinés que ceux qui sont dans la rue, dans des squats et des bidonvilles. Et tout au fond de la courbe, là, en vert, ce qu'on voit, c'est les gens du voyage. Donc en fait, on voit que le statut vaccinal dépend d'un déterminant structurel qui est le type de logement, et même dans cette fraction de population très exclue, on retrouve ce gradient de logement et de l'insertion sociale sur le statut vaccinal, ce qui est quand même assez intéressant. Et puis on voit le petit délai de 2 mois. Ces personnes ont été vaccinées 2 mois après la population générale. Je vais aller vite, c'est une de mes dernières diapos. Donc là, c'est pour vous montrer l'exemple, donc après l'étude Prévac, je vous montre l'exemple du dispositif de communication pour les personnes en situation de précarité dont je vous parlais. Il y a 4000 personnes qui sont actuellement abonnées, vous pouvez vous abonner hein, sur le site aussi. C'est une démarche itérative de co-construction hein, qui a été faite avec Emmaüs, Médecins du Monde, Salut Social, le réseau Dépasse, Habitat Urbanisme, enfin tous les acteurs du social avec lesquels maintenant on travaille autour de cette newsletter. C'est un contenu qu'on crée avec un nombre d'informations qui est volontairement restreint et facile à comprendre. C'est traduit dans les langues aussi quand il y a besoin. Donc là, la dernière, on s'en est servi après pour le Monkeypox ou d'autres actualités, on va dire, de santé publique. Alors, pour ouvrir les questions qui auront lieu juste après, à la fin de la table ronde,
On a quelques points de vigilance quand même et des interrogations quant aux perspectives. D'abord parce que cette méthode, je trouvais intéressante de vous la montrer du coup, parce que ça a mobilisé beaucoup d'acteurs, de chercheurs et de décideurs, mais à peu près sur le même plan, on va dire, de pouvoir et d'échange de pratiques, ce qui est très important. Et ça a montré son agilité, sa réactivité et son efficacité dans un moment très tendu. Mais on s'interroge d'abord sur la temporalité. On pense que la situation d'urgence dans laquelle on était a eu un effet accélérateur sur la temporalité nécessaire dans la courbe, la spirale que je vous montrais de la dynamique temporelle. On s'interroge aussi sur le faire ensemble, parce que là, je pense, enfin c'est peut-être personnel comme point de vue, mais je pense que la peur et le marasme dans lequel on était dans la crise a permis à tout le monde d'avoir envie de s'en sortir et de collaborer, d'être un peu sur un même niveau d'échange de pratiques et d'informations. Et on s'interroge sur la posture de cette posture qui était très facilitante de l'après-crise, si on peut appeler ça une après-crise, parce que ça a permis une certaine souplesse institutionnelle, ce qui n'est pas négligeable, pour avoir permis toutes les recommandations qui ont été mises en place assez rapidement. Et donc on s'interroge sur l'effet d'opportunité de la Covid, si je puis appeler ça comme ça. Voilà, merci de votre attention. Vous êtes formidable, vous tenez le temps de façon impeccable, c'est génial. Alors, une précision en fait, dans les questions en distanciel, il est demandé ce qu'est le PASS. Donc le PASS, c'est permanence d'accès aux soins de santé, c'est des entrées particulières dans les hôpitaux pour des personnes qui sont en situation de précarité. Et il est demandé ce que c'est que l'acronyme ARS, donc ce sont les agences régionales de santé. Donc dans le système de santé français, donc il y a des ARS par région, par définition. Là où on en est, en fait, juste une petite remarque, il y a effectivement une tension importante qui n'est pas tant sur les résultats des recherches, dont il a été dit parfois qu'ils étaient, ils étaient déjà connus par d'autres recherches de façon multiple, mais par la manière dont ces recherches embarque, on pourrait dire ça comme ça, à la fois les bénéficiaires, c'est la question de la participation, et des décideurs. Et juste cette remarque, en règle générale, sur les appels d'offres, le budget pour mettre en place cette participation pour les savoirs expérientiels et pour les décideurs est souvent absent. Ça, je pense que c'est très important de le pointer. Il faudrait que dans les recherches, aujourd'hui, il y ait l'amont et l'aval, ce qui n'est pas le cas, et ce qui renvoie les chercheurs à un moment donné à faire un travail pour lequel ils ne sont pas rémunérés. Je vais donner donc la parole à Thomas Bosetti. Thomas, il est psychiatre à Marseille. Il est coordonnateur du programme de l'alternative à l'incarcération et au logement. Et donc, ce programme a été soutenu de façon régulière par Médecins du Monde et il est dans sa phase de développement. Si j'ai bien compris, tu n'as pas encore des résultats définitifs, mais tu vas nous parler, je dirais, du processus de la recherche. À toi, Thomas. Merci, bonjour à tous. Donc l'idée, c'est dans le cadre de cette journée d'essayer d'illustrer par un projet particulier la place qu'a eu la recherche. Faut que je parle plus fort. La place qu'a eu la recherche dans le montage du projet et puis actuellement dans son pilotage. Donc je ne vais pas vous donner des résultats parce que c'est vraiment trop tôt. On a démarré en février 2022. On est juste à 1 an du projet. Donc la place de la recherche, en fait, on s'inscrit dans le cadre d'une recherche-action participative. J'ai juste vous raconter, pour que vous ayez en tête l'opérationnel. Donc l'idée, c'est qu'on est à Marseille. On s'intéresse à des personnes qui ont des troubles psychiatriques sévères. Donc ça concerne des gens qui ont des problématiques de schizophrénie, de bipolarité, de dépression, de troubles schizoaffectifs, déférés au tribunal. Donc c'est des gens qui ont tous commis un délit qui a amené à une garde à vue, à l'issue de laquelle on a décidé d'un jugement, d'un déferment, on parle de déferment, au tribunal judiciaire de Marseille. Il y a plusieurs mesures qui peuvent être décidées à ce moment-là, donc à la fois pour mettre fin aux faits et aussi pour apporter une réponse aux faits qui ont été commis. Il peut y avoir la comparution immédiate et on s'est focalisé au début sur cette mesure-là. Notre public a aussi une autre particularité, c'est qu'il a des problèmes de logement.
et je vais un peu vous dire comment la recherche a circonscrit ce problème-là et comment ensuite on est parti sur une recherche-action. Donc très concrètement, on est une équipe de suivi intensif en santé mentale. Donc moi je suis psychiatre à mi-temps dans l'équipe. On est 7 pour l'instant. Il y a une infirmière, 3 travailleurs sociaux, un travailleur pair, donc une personne qui a connu à la fois les problématiques d'incarcération et de suivi psychiatrique qui est intégrée dans l'équipe. Et on a une personne qui s'occupe de l'accès au logement. Donc on va au tribunal, on repère les personnes qui ont des très hauts besoins d'accompagnement et on propose de soutenir la juridiction dans des projets d'alternative au mandat de dépôt. Donc c'est comme si on allait soutenir la justice pour soutenir des parcours de rétablissement où eux ils ont un autre langage le rétablissement, c'est un langage plutôt médical en santé mentale, mais pour permettre que les personnes sortent d'un circuit de judiciarisation. Donc quelle place a eu la recherche pour qu'on puisse avoir un an d'existence aujourd'hui? En fait, dès le démarrage, il faut avoir en tête que ce projet est dans la tête de Médecins du Monde depuis 2009, même dans la tête, je dirais même des premiers dès 2008. Donc on est en 2023, on n'a qu'un an d'existence. Donc comment c'est bien parce qu'il y a eu l'idée d'une recherche qu'on est encore là aujourd'hui. Donc ça a commencé par une mission exploratoire. Donc à Médecins du Monde, souvent quand on a une idée, on peut débloquer un peu d'argent et du temps pour réfléchir, pour creuser un sujet. Et là, l'option qui avait été prise dès le début, c'était de s'appuyer sur un chercheur qui s'appelle Claude-Olivier Doron, qui est spécialiste d'interaction santé-justice. Donc Claude-Olivier Doron, il a pris le sujet en 2009, il a fait une revue de la littérature, il a regardé quand on tapait sur PubMed, qu'est-ce qui sortait avec des personnes qui ont des troubles psychiatriques, qui n'ont pas de logement et qui passent devant la justice. Et on s'est rendu compte qu'il y a nos collègues des États-Unis et du Québec, de la Hollande, de la Belgique, avaient tous développé des projets et surtout qu'ils avaient évalué, et pour certains de manière contrôlée. Et donc lui, sur les bases de cette revue de la littérature, est allé voir les acteurs locaux à Marseille. Alors pourquoi Marseille? C'est parce que Marseille est à l'origine du programme Un Chez Soi d'abord, qui est un programme de santé mentale pour des personnes qui ont des problématiques de logement et vraiment de personnes à la rue avec des troubles psychiatriques sévères. Et donc il y avait un terrain assez fertile en santé mentale et sur les personnes en situation de grande précarité. Donc ça, c'est vraiment en 2009, cette revue de la littérature a permis en fait de dire ça existe ailleurs, essayons d'aller voir. Ensuite, ça a permis de se rendre compte que on avait en France, on regardait un peu les choses. Notamment, il y avait eu l'étude Samantha qui pouvait dire que pas loin d'un tiers de la population à la rue a des troubles psychiatriques sévères. Il y avait l'étude de Falissard, qui est un statisticien, qui pouvait dire que quasiment un quart de la population carcérale est avec des troubles asymptomatiques, avec une prévalence multipliée par 5 pour les problématiques de schizophrénie en prison. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'administration pénitentiaire fait de la recherche. Elle a un bureau statistique à l'intérieur de ses services qui regarde, qui objectivise l'efficacité de leurs actions et qui n'ont pas du tout de problème à dire qu'ils sont mauvais. Et ils n'ont aucun souci avec ça. Et du coup, ça a été très aidant pour nous aussi de se dire, en fait, on a une démarche de recherche, vous en avez aussi. On peut regarder les choses froidement. Et donc, très froidement, ils peuvent dire, en tout cas, que c'était la situation, ça date un peu de 2015, mais qu'environ 7% des personnes n'avaient pas de logement à l'entrée en détention et c'était 14% à la sortie de détention. Et ça, c'est l'administration pénitentiaire qui le dit grâce à ses bureaux statistiques. Donc, pour nous, ça avait été très utile. Ensuite, et donc la question de l'efficacité, c'est une question qu'on se pose beaucoup en médecine, mais qu'on se pose aussi beaucoup en justice, notamment l'efficacité de la peine. Il y avait eu une conférence de consensus peu de temps avant. Et donc on se rend compte que le logement est un déterminant de la récidive. C'est aussi un déterminant de santé pour nous, mais c'est un déterminant de justice. Notamment quand on n'a pas de logement, on ne peut pas aménager les peines, et quand on n'aménage pas les peines, le risque de récidive est énorme, et d'autant plus pour la petite délinquance pour laquelle on n'a le temps de rien faire. Donc les gens sont juste, on tape dessus, on les enferme, on les exclut, puis quand ils ressortent, le problème reste entier, voire est plus complexe, parce que les gens en plus nouer des relations avec des personnes qui sont plutôt du milieu de la mafia et du banditisme.
Donc on se retrouve face à des problèmes qu'on a un peu en commun. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en faisant cette revue de la littérature, on s'est rendu compte qu'il y avait des modèles alternatifs, et notamment le suivi intensif qu'on avait à Marseille, puis un peu partout en France avec le Chez Soi d'abord. Donc le modèle du rétablissement, c'est-à-dire qu'on peut avoir des problèmes signes, être à la rue, et pour peu qu'on aligne les interventions avec les besoins primaires des personnes, les personnes peuvent se rétablir, c'est-à-dire avoir une vie satisfaisante dans la société. Et ces équipes de recherche-action ont développé des stratégies d'accompagnement en lien avec la justice et le modèle du suivi intensif à caractère médico-légal, quoi. Donc ça, tout ce constat-là est fait autour de... Donc dès 2009-2010, on a ce constat-là. 2014, on se dit, tiens, on va essayer de financer quelque chose. Et on avait un petit bout de financement de l'ARS, et là, on a plutôt que de partir... L'ARS avec une commande qui était, on vous donne 60 000 €, mettez 4 personnes à l'abri dans un logement à partir du tribunal, et puis partant de là, on verra si on suit ou pas. Donc ils nous demandaient de faire une espèce de recherche, une recherche expérientielle avec 4 suivis, donc on sera absolument pas, on pourra rien conclure, on pourra juste dire qu'on va galérer, parce que c'est sûr qu'on allait galérer. Et donc on a plutôt réorienté ce financement pour pouvoir faire une autre étude. Alors, ça c'est le résultat de cette étude. Alors, on aurait besoin de graphistes, hein, Juan, mais effectivement. On a essayé de faire un truc, mais on est encore au stade patate. Mais on y retravaillera. Donc qu'est-ce qu'on a fait avec ce financement-là? Donc on a embauché une autre sociologue. Alors, Claude-Olivier Doron voilà, on avait fini avec lui. On a pris une sociologue qui s'appelle Camille Alaria, qui est une sociologue qui s'intéresse elle beaucoup aux bracelets électroniques et aux alternatives au mandat de dépôt, aux alternatives à l'incarcération. Et on a été très systématique, pour ne pas dire bourrin, où on a pris toutes les enquêtes sociales rapides qui sont faites sur une année au tribunal de Marseille. Donc il faut avoir en tête, quand quelqu'un arrive au tribunal, il rencontre un enquêteur qui lui pose 3 questions. Où est-ce que vous vivez? La santé, comment ça va? Et l'argent, comment ruisselle-t-il sur vous? Et du coup, ça permet d'avoir une photographie de la personne. Ce rapport est versé au dossier pénal, et ça permet à des juges qui, dans une justice assez expéditive, même s'ils font de plus en plus d'efforts, d'avoir quand même des éléments de contexte pour pouvoir juger. Et ce qui est très intéressant, c'est que grâce à cette étude, nous, on a pris toutes ces enquêtes sociales rapides et on les a croisées avec les résultats des jugements. Donc on s'est rendu compte que les éléments de contexte, en fait, participaient grandement à la décision pénale, et notamment à la décision de mandat de dépôt. Et comme en plus à l'époque, il y avait, moi à chaque fois que je recevais un mail de Médecins du Monde, la signature c'était Médecins du Monde soit une aussi l'injustice, je me disais c'est pour moi, il faut que j'y aille. Là on avait des données probantes qu'à délit équivalent, et alors en plus, il y a presque un gros mot, il y avait des questions d'intersectionnalité en fait. C'est que dès lors qu'on avait un problème psychiatrique, un problème de logement, à délit équivalent, le départ en mandat de dépôt était statistiquement plus important. C'est que normalement, quand on n'a que un problème de psychiatrie ou que un problème de logement ou aucun de ces 2 problèmes-là, à l'issue d'une comparution immédiate, on part dans à peu près 60% des cas en détention. Quand on a les 2, on part dans plus de 80% des cas en détention. Et ce qui est super intéressant, c'est que du coup, on avait un truc statistique, fiable, soumis à une revue, à comité de lecture, donc ça a été publié dans Champ Pénal en 2019. Et quand on est arrivé avec cette publication qui était écrite par Camille Alaria, qu'ils avaient autorisé à venir fouiller dans les geôles 1 an avant, et bon, il se souvient aussi des visites de Claude-Olivier Doron. Ils se sont dit, en fait, vous avez objectivé quelque chose que l'on perçoit, nous, depuis des années, mais avec des juges, et du coup ça a permis d'aller dans le détail. Qui est notre population en fait? Et on s'est rendu compte qu'ils avaient des représentations. Pour eux, ces personnes-là qui donc apparaissent dans cette patate, c'était vraiment des personnes plutôt âgées, vraiment de la rue, sans aucune solution d'hébergement et sous tutelle. Vraiment, c'était la figure de la personne où on ne sait plus vraiment même ce qu'elle a cliniquement, tellement qu'elle a de médicaments, tellement qu'elle a de problèmes, tellement qu'elle est super accompagnée, et puis elle fait un truc un peu bizarre, elle se retrouve en prison. Malheureusement, c'est la prison qui doit gérer. Je trouve que ce n'est pas notre public, en fait. C'est que notre public, par rapport à ceux qui ont pas de problématique ou une seule des 2 problématiques, notre public, il est plus jeune. Donc on est à 30 ans, et ça, c'est toutes ces données-là, c'est que vraiment, il y a une différence statistique. Hein. Ils sont plus pauvres,
ils n'ont aucune activité rémunérée, ils sont polyconsommateurs toxiques, ils ont des antécédents d'incarcération bien supérieurs. Et le seul truc qui est hyper intéressant, c'est qu'ils ont fait plus d'études que les autres. Voilà, c'est une donnée. Bon, on fait des hypothèses. Probablement que c'est la maladie, enfin l'arrivée des troubles psy qui participent à rendre plus compliquée la situation. Donc avec ce constat-là, on s'est dit, bah voilà, on va essayer de faire quelque chose ensemble. Et on a commencé à écrire un protocole de recherche. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce protocole de recherche va nous amener à mettre autour de la table tous ces gens-là. Et donc, tous ces gens, c'est juste pour avoir l'autorisation de commencer à faire le boulot. Et donc c'est pas mal parce que par rapport au truc de on fait quelque chose depuis longtemps, on essaye d'ouvrir des portes, de faire de l'intervention, et puis tiens, on va trouver un petit bout de financement de recherche, et puis on va valoriser tout ce qu'on a fait, et puis ensuite on va créer un plaidoyer, et puis on va communiquer à tout le monde pour dire mais regardez, c'est ça qu'il faut faire, regardez, on l'a prouvé scientifiquement. Alors là on a fait complètement l'inverse. On a dit, bah, en fait, on va faire une intervention, mais on va mettre la recherche d'emblée tout de suite. Et c'est la recherche qui va permettre de financer l'action, l'évaluation, et qui va permettre de trouver des financements et qui va permettre à l'État de rembourser les financeurs si jamais ça marche, avec l'idée que si ça marche, l'État s'engage à pérenniser les actions, à les s'aimer partout en France. Donc on se dit, ça valait le coup, pour arriver à un tel résultat, de proposer un tel bazar. L'histoire dira si on avait raison ou pas. Pour l'instant, on verra. Je dirais un peu quelque chose des limites de toute cette usine à gaz. Mais en tout cas, pour l'instant, on est toujours un peu en fin de lune de miel, on va dire. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur cette slide? C'est que, en fait, de venir avec la recherche, déjà, ça a permis de se dire, donc il y a un intérêt, la population existe, on va y aller à plusieurs, ça va être compliqué à financer, mais du coup, vous nous dites que la population existe et qu'il y a des données qui disent que si on ne fait pas d'incarcération, on peut améliorer la santé, le recours à l'hôpital, le recours à la prison. Et donc, pour l'État, ça les intéresse beaucoup. C'est que du coup, vous nous promettez d'avoir un meilleur coût-efficacité par rapport à tout ce qu'on fait. Bon, après, c'est ce que disent tout le monde depuis déjà 20 ans. Hein. Donc oui, donc c'est un peu comme on est au mariage, quoi. Oui, c'est exactement ça. Et on va essayer de tenir ça. Après, d'arriver avec la recherche, ça permet aussi de lever des questions éthiques. En fait, c'est de remplacer des questions morales par des questions éthiques. Ce qui est super intéressant parce que, en fait, le problème de la politique, c'est qu'à la fois, c'est souvent elle qui tient la bourse des finances, mais elle est noyautée par des questions morales. Voilà, c'est bien pour ça qu'il y a une question, est-ce qu'il vaut mieux être de gauche, est-ce qu'il vaut mieux être de droite, est-ce qu'il vaut mieux être d'ultra-gauche ou d'extrême droite? Enfin, en ce moment, on est vraiment pris dans ces questions. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de refroidir un peu les questions de justice, de psychiatrie, et d'essayer de regarder ça avec un regard un peu distancié. Ça permet aussi de calibrer l'intervention, c'est-à-dire le réflexe de l'ARS au tout début, qu'on allait les voir en 2014, c'est « Ah bah non, ça a l'air sympa ce que vous faites, on va vous donner 60 000 €, et vous faites un truc qui ne marchera pas, puis comme ça on ne vous financera pas, et on aura essayé au moins... Et donc là, on se dit non, c'est pas du tout ce qu'il faut, parce que si on veut un effet minimal de 60% de réduction de la récidive, il faut qu'on accompagne 80 personnes minimum, et puis pendant 1 an et demi. Si on ne fait pas 80 personnes au minimum, on ne pourra rien dire en fait. Ok, donc on arrive avec des publications, et puis avec ce qui manque là autour de la table, c'est le laboratoire public de la PHM du professeur Roquier, qui avait déjà eu l'expérience de l'évaluation du 1 chez soi d'abord. Donc eux, c'était super intéressant, parce qu'ils savaient, avec un regard de santé publique, une personne de la rue qui a des problèmes psychiatriques, qu'est-ce qu'elle consomme à l'hôpital, qu'est-ce qu'elle consomme en prison. En croisant avec les données de soins en détention, on pouvait dire quelqu'un de la rue qui a des problèmes psychiatriques, voilà ce qu'il va consommer comme soins en détention. Et avec les données du 1 chez soi d'abord, on pouvait dire quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques, qui vient de la rue, qu'on met dans un logement, voilà ce qu'il consomme en prison, voilà ce qu'il consomme. Donc on pouvait calibrer une intervention et puis même pouvoir commencer à faire des débuts de modélisation économique de ce que coûtait en réalité l'offre habituelle et ce que pouvait coûter une alternative. Ça a permis aussi donc, de calibrer, ça a permis de financer, c'est de se dire voilà ce que coûte l'offre habituelle, voilà ce que coûte une intervention, voilà ce que coûte aussi la recherche et la coordination.
allez, chiche, l'État, vous ne voulez pas financer parce que c'est de la recherche, parce que c'est de la santé, parce que c'est de la justice, c'est du logement. Il n'y a pas le ministère de la recherche, de la société et du logement. Il n'y a pas le ministère de l'alternative à l'incarcération. Et du coup, personne ne voulait financer. Et donc, on a fait un montage. Alors, on a d'abord essayé de faire un financement avec l'Europe, parce que l'Europe, ils peuvent financer des trucs bizarres, mais ça n'a pas marché. Mais du coup, l'Europe, on l'a fait revenir dans ce montage-là, où 50% du financement, c'est le Fonds d'investissement européen. Après, Médecins du Monde est considéré comme financeur. On essaie de faire le tour de force que tout ce que ça nous a coûté de monter le projet, et ça soit considéré comme de l'investissement, si bien que si jamais on arrive à notre coût, on se fasse rembourser de ce qu'on a coûté avant. Il y a la Banque des Territoires qui met de l'argent. Alors eux, ils ont été un peu particuliers. Ils ont voulu qu'il y ait BNP Paribas parce que sinon ils ne venaient pas. Donc il y a BNP Paribas et il y a Inco aussi. Et donc ensuite, ça a permis à ces ministères-là de se dire c'est bon, on y va. Et donc on a été aidé par COIS pour structurer tout ça, pour que tout le monde parle le même langage. Parce que nous, on parlait le langage opérationnel, il y avait le langage de la recherche, il y avait le langage des investisseurs et le langage de l'État. Donc COIS Invest COIS nous a beaucoup aidé pour structurer tout ça. Et Equity, c'est la banque qui reçoit les fonds de tout le monde et qui redistribue à tout le monde. Sous Médecins du Monde, il y a un consortium d'acteurs. Donc c'est Médecins du Monde qui reçoit toute la subvention et qui distribue à tout le monde. Tout ça est géré par plein de comités, du coup. Un comité de pilotage où on parle d'argent. Et donc là, la question, c'est, voilà, vous existez, est-ce que vous continuez à exister et à quelles conditions? Et ensuite, il y a un comité scientifique qui va se réunir pour la première fois en juin, donc tous ces chercheurs-là qui se mettent autour de la table. Un comité opérationnel, c'est vraiment sur qu'est-ce qu'on fait au tribunal, l'accès au logement, comment ça marche, le soin des personnes, comment ça marche, avec pas mal de petits problèmes à régler. On se voit tous les mois. Et un comité technique qui est tous ces personnes-là, plus tous les gens du tribunal, donc le siège, le parquet. Il me reste 3 minutes. Donc 3 minutes pour vous parler des limites de tout ça. Là, je vous disais qu'on est en fin de lune de miel, donc on profite encore de la lune de miel, mais on sent bien que là, il y a plein de questions qui se posent. C'est que notamment, c'est un projet qui est compliqué, et en fait, d'arriver sur un projet très compliqué avec autant d'acteurs, avec des intérêts... alors, heureusement, tout est bien. Pour arriver à ce qu'il y ait autant d'acteurs autour d'un projet, il a fallu vraiment qu'il y ait notamment une scansion dans le temps de à quel moment on évalue. Et notamment, dans tout projet de recherche, il y a une pression sur les inclusions, faire rentrer les personnes dans le dispositif. Là, on a ouvert un terrain qui avait été jamais ouvert en France. Donc au final, aujourd'hui, on accompagne 28 personnes. À la même période, il aurait fallu qu'on soit autour de 40. Et donc les financeurs commencent à stresser et de se dire, oui, non mais là, nous, il y a le premier critère de remboursement de l'investissement, c'est qu'on ait bien nos personnes. Et du coup, voilà, ça va se discuter en juillet et en novembre. L'idée, c'est que ce qui est super intéressant, c'est que vu que le projet est ultra piloté, c'est qu'on a bien vu qu'on n'était pas dans la cinétique qu'on attendait. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a pu déjà mettre en place 4 mesures de remédiation. Et ce qui est bien, c'est qu'elles ont été mises en place et qu'elles n'ont pas été précipitées. Et là, on voit bien que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Mais les questions qui peuvent se poser si jamais ça ne rentre pas dans l'ordre, moi je suis plutôt optimiste, mais qui pourraient se poser, c'est ce modèle-là, finalement, ne fonctionne pas pour des projets à risque, alors que c'est censé exister pour des projets à risque. Donc là, dans la négociation qu'on va avoir, c'est vous existez pour financer des projets à risque, on est un projet à risque, et d'ailleurs, il a fallu faire 4 mesures de remédiation pour qu'on puisse continuer à exister. Est-ce que vous nous soutenez ou non? Donc on va tous se tenir un peu par la barbichette et sur les questions un peu de réputation. Alors là, c'est la réputation de votre modèle, la réputation du modèle scientifique et puis la réputation du modèle opérationnel. Donc conclusion, la recherche-action avec un modèle de financement qui intègre la recherche-action, c'est passionnant, c'est super. Je pense qu'il ne faut pas du tout le faire pour tous les projets, surtout à ne pas faire pour de l'urgence. Mais comme c'est un projet que tout le monde avait vu depuis 40 ans, 20 ans, on va dire, et qui n'émergeait pas, finalement, ça valait le coup d'ouvrir cette porte-là. Voilà, je vous remercie. C'est bien. C'est assez vertigineux, hein, Thomas, quand même. Je ne sais pas comment je commence. J'ai une question à laquelle tu as répondu qui vient
Les gens qui sont à distance, finalement, on va les laisser parler en premier, tiens. Mais je crois que tu as déjà répondu. Tu disais qu'il fallait un minimum de 80 personnes pendant 1 an et demi. Et vous en êtes à combien? Vous avez 20 et quelques? Là, on accompagne 28 personnes. Ouais. Mais c'est 80, on s'est laissé 30 mois plus 6 mois, 36 mois pour les réunir. Là, on est à 12 mois. Il n'y a pas le feu au lac, hein, mais c'est vrai que ça aurait pu... voilà, j'aurais été vachement plus confortable si on en avait déjà accompagné plus. D'accord. Très bien. J'ai des questions, mais je les garde pour moi. Ouais, vas-y. Bonjour, merci. Ça marche ou non? Sinon, j'ai une grosse voix, de toute façon. J'ai une première question pour Stéphanie, qui est est-ce que tu as pu débriefer avec ce qui a été fait sur la ville de Bruxelles, avec Médecins du Monde et Frank Van Beervliet qui coordonnait tout le système d'hébergement pour les gens pendant la période Covid, parce que c'est intéressant. Est-ce que vous avez pu faire après un débrief un peu plus large sur les différentes actions mises en place dans différents pays? Donc ça, c'est ma première question pour Stéphanie. Et pour toi, Thomas, en fait, les comités de technique opérationnelle, comités de pilotage scientifique, etc., ça donne le tournis. Est-ce que, honnêtement, pour moi, c'est un cauchemar. Donc j'imagine pour vous aussi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même de simplifier le schéma des différents comités? Voilà. Alors concernant le débrief, on a juste débrief, on n'a pas suffisamment débriefé, c'est clair. On a débriefé juste une fois dans pas un consortium, mais un groupe de projets européens avec tous les pays qui avaient mis en place ce genre de dispositif pendant la crise. Et ça a fait l'objet d'une publication, mais la Belgique n'y était pas. Donc j'imagine qu'on a raté un gros... on a un trou dans la raquette. Merci de l'avoir souligné. Donc peut-être je rebouclerai avec eux après, a posteriori. Mais on a juste une publication sur les différentes initiatives européennes de ce style un peu pendant la Covid. Donc je la ferai passer... Enfin, pas dans le chat parce que j'ai pas accès, mais aux organisateurs. Et je laisse les comités à... Peut-être que pour d'autres projets, il faut réfléchir à simplifier. En tout cas, celui-là, on a besoin aussi d'avoir des espaces safe, non mixtes, on va dire. Par exemple, de parler avec la justice de nos problèmes, de personnes qui prennent du crack et qui mettent des prostituées dans leur chambre d'hôtel. Franchement, je préfère pas qu'on parle de ça avec Madame la procureure. Que nos financeurs alors nos financeurs sont tenus informés, mais franchement, on a besoin d'espaces très différents. C'est très utile. En plus, par rapport aux remédiations, nous, pour l'instant, ça s'est bien goupillé. C'est qu'avec la recherche, on voit qu'il y a un souci. On en parle en équipe. On parle. Alors après, il y a des réunions informelles, hein, notamment une réunion informelle toutes les 6 semaines avec l'opérationnel et la justice opérationnelle, pas le comité technique en grande pompe, mais toutes les 6 semaines on se parle, qui permet des fois très concrètement, quand on a une inquiétude, de taper le nom de quelqu'un sur un logiciel de la justice et de dire non, il n'est pas mort, votre gars, il est incarcéré à Fresnes. D'ailleurs, je vais le voir demain. Et donc ça, c'est super utile. Et ça, c'est typiquement, si on est dans un gros comité, on ne peut pas le faire. Mais du coup, pour l'instant, pour toutes les remédiations, on en parle en équipe, validation avec tous les membres du consortium, validation dans le petit comité informel avec la justice, validation par le comité technique et exposition au comité de pilotage et acté par le comité de pilotage. Et finalement, d'avoir ces jalons, franchement, en tout cas pour ce projet-là, c'est super utile. Question? Oui, merci beaucoup. J'ai 2 questions. La première pour toi, Johan. On sait bien que faire des études et avoir des résultats sur des conditions de vie ou autres et la nécessité d'avancer, c'est intéressant si on propose des solutions, surtout quand on est dans une démarche participative où on incite des gens concernés à participer.
à améliorer la connaissance sur leur état, et si on n'a rien à proposer derrière dès lors qu'on trouve des choses, c'est problématique. Une question éthique qui se pose, et même de responsabilité vis-à-vis de ces gens-là, quand nous, on est partie prenante dans cette dynamique. Tu l'as bien rappelé dans l'étude que tu as présentée, on retrouve des questions de difficultés par des temps d'attente très longs, le barrière de la langue, la peur du déplacement, lié au Covid, mais aussi lié aussi aux forces de l'ordre ou d'autres déterminants de ce type, selon la nature on va dire, de statut administratif. Suite à cette attitude, est-ce que vous avez, vous, dans votre opérationnalité, accentué aussi la question de la médiation, hein, qui n'est pas nouveau chez Médecins du Monde? Est-ce que vous avez, avec des partenaires, amélioré la question de la traduction, l'accompagnement même physique sur les dispositifs? Bref, est-ce qu'il y a eu un impact opérationnel? Parce qu'au final, c'est ça aussi qui nous intéresse. Ce n'est pas que de produire du savoir, c'est de savoir comment ça se traduit ensuite concrètement au service des gens. Sinon, on rate quelque chose. Et la deuxième question, c'est pour toi, Stéphanie. Merci beaucoup aussi pour cette présentation. C'est pas souvent qu'il y a des enquêtes sur la couverture vaccinale des populations précaires. Médecins du Monde, on l'a fait dans les années 2010, au moment de l'épidémie, notamment de rougeole qui cartonnait sur les populations roms. Et on s'était rendu compte qu'on avait des couvertures vaccinales qui étaient monstrueuses pour les antigènes classiques, hein, moins de 20% sur pas mal de campements. Donc, cette étude que vous avez faite avec Épicentre, elle est passionnante autour du Covid. Mais est-ce que vous avez des intentions de creuser davantage sur les couvertures vaccinales globales, y compris pour les choses les plus classiques et les couvertures les plus basiques dont on sait qu'elles ne sont pas du tout assurées? Je pense qu'il y a vraiment un champ sur lequel qu'il faut investir pour en fait mieux pouvoir apporter des réponses de aller vers ou autres sur la vaccination qui est la base et qui est en grande souffrance. Merci. Ok. Déjà, je pense que tu soulèves un point qui me semble aussi très, très important, c'est qu'il est très important de savoir comment on informe sur la recherche aux personnes avant même de commencer la collecte de données pour pas justement générer des frustrations. C'est-à-dire que bien expliquer les périmètres et les possibilités de la recherche. Et du coup, on a mis beaucoup de travail, de temps à vraiment penser cette stratégie de comment on présente la recherche pour pas qu'elle soit interprétée ah ok, du coup, si je participe à la recherche, mon logement sera, j'ai une solution, etc. Du coup, c'était très important aussi, ça fait partie de nos enjeux éthiques, de bien délimiter les promesses de la recherche, et après cet enjeu de redevabilité, de revenir vers les personnes, etc. Après, effectivement, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la recherche, elle a permis de susciter les dialogues. On a l'intérêt de tout le monde. On a voilà, ce coup de projecteur qui rend la chose un peu plus visible. Et maintenant, c'est passer à l'acte, passer à des choses concrètes. Je pense que c'est plus l'équipe qui pourra peut-être compléter en termes de réponses concrètes, mais je pense que c'est déjà l'effet de pouvoir convoquer les acteurs, de pouvoir les réunir. On a beaucoup d'attentes par rapport à la rencontre du 17 mai. Déjà, la mairie qui a proposé une des salles qui est dédiée symboliquement, il y a déjà quelque chose d'important, c'est que la salle, c'est celle où on décide les choses prioritaires. Du coup, ce n'est pas juste n'importe quelle salle où on va se réunir. On a beaucoup d'attentes par rapport à ces rencontres-là. Ça va être très stratégique de comment ça se traduit dans des choses concrètes. Mais après, je ne sais pas si peut-être si tu veux compléter, Sylvain, sur des améliorations qui ont été déjà mises en place. Bonjour tout le monde. Je suis Sylvaine Devriente, je suis coordinatrice de ce programme CATRI à Nantes. Et du coup, en fait, l'étude s'est réalisée au démarrage d'un nouveau programme qui a visé aussi à créer des espaces de discussion, parce qu'effectivement, dans les résultats de l'enquête, ce qu'on voit énormément, c'est aussi l'impact de l'isolement social, des personnes, par exemple, en hôtel 115, et l'importance de l'entourage et que les personnes sortent de cet isolement-là. Et du coup, je pense que notre programme, en fait, vient aussi répondre à ça, dans la mesure où on va 4-5 fois par semaine sur différents lieux de vie, donc 4I, donc en hôtel 115 beaucoup, en centre d'hébergement d'urgence et donc en squat, en bidonville et en accueil de jour. Et donc on touche ce public-là. Alors c'est pas exactement les mêmes femmes, sauf sur le bidonville où effectivement on a fait là une restitution et qui a enclenché, comme l'expliquait Juan, derrière tout un travail avec les familles pour travailler sur l'amélioration des conditions de vie
Et donc l'écriture d'une lettre au maire, bon, c'est toujours dans les tuyaux de la mairie de répondre à la sollicitation, mais c'est pas encore effectif aujourd'hui, mais ça devrait venir dans les semaines, les mois à venir. Voilà. Et puis par ailleurs, dans le contexte là cette recherche qui a été menée avec des entretiens essentiellement début 2021. Avec la crise Covid, en fait, il y a une énorme augmentation des moyens attribués à la médiation en santé. Alors nous, c'est plus Médecins du Monde puisqu'on a fait un transfert vers d'autres associations locales et on s'est retiré de la médiation en santé en bidonville sur l'agglo nantaise. Mais il y a eu énormément, enfin voilà, là où nous on avait une médiatrice en santé, il y en a 5 maintenant. Et puis l'interprétariat continue à être, nous on continue à faire un plaidoyer important pour que les médecins aient un recours au dispositif d'interprétariat qu'on s'est battu pour qu'il existe dans la région pour tous les médecins libéraux spécialistes et généralistes, et puis maintenant aussi les dentistes, les pharmaciens, infirmiers, etc. Et donc on travaille beaucoup, et notamment avec les habitants de ces lieux de vie, à la création d'outils, notamment une lettre adressée à tous ces médecins que les personnes ont maintenant créé, on a accompagné cette création de lettres pour que les personnes qui sont allophones remettent cette lettre-là en fait à leur médecin en disant écoutez, s'il vous plaît, ayez recours à un interprète, ça va juste nous permettre de mieux nous comprendre et d'avoir une consultation médicale efficace. Donc voilà, c'est nos moyens, c'est les moyens qu'on a fait. Voilà. Quand on vous donne le micro, on l'a plus. Merci beaucoup, Sylvain. Non, c'était juste pour que Stéphanie puisse avoir le temps de répondre, parce qu'après, on va passer à autre chose. Je vais faire court. C'est une vraie question sur la couverture vaccinale. Effectivement, comme je disais, sont invisibles dans nos dispositifs de surveillance. Donc là, comme la courbe de épicentre en vert, c'était les gens du voyage. Alors, ce n'est pas les Romains, c'est vraiment les gens du voyage qu'on avait investigués. On est en train de faire une étude sur toutes les vaccinations, parce qu'il y a une épidémie de rougeole aussi en 2017 dans cette population-là. Et du coup, on a une étude en Nouvelle-Aquitaine, puisque l'épidémie avait commencé là-bas, sur toutes les vaccinations des enfants gens du voyage. Ce qu'on voit, c'est que la couverture vaccinale rougeole est catastrophique, je ne sais pas comment le dire autrement, mais on voit un petit rattrapage au cours du temps. On commence à étudier les facteurs, donc les analyses sont en cours, mais je vous ferai passer la publication. On retrouve un peu des facteurs. D'abord, les couvertures vaccinales sont très différentes sur l'adulte et chez l'enfant, et les facteurs ne sont pas les mêmes qui jouent sur l'adhésion vaccinale et la vaccination. Et on a peut-être, donc ça c'est pour la population gens du voyage, pour une population qui est aussi exclue par le logement du fait que la caravane n'est pas reconnue comme un habitat. Mais on a aussi une autre population qu'on a une étude qui avait été faite par l'Observatoire du SAMU social de Paris en femmes en 2013, donc ça date un peu, mais quand même ce qu'on voit c'est que la couverture vaccinale des enfants sans domicile, elle est bien, voire des fois supérieure à celle des enfants français, donc ça c'est plutôt très positif. Mais, je dis un mot mais qui est très important, quand on stratifie les analyses sur le pays de naissance, en fait c'est vrai que pour les enfants qui sont nés en France, ça veut dire qu'il y a les vaccinations sont faites en maternité, notamment sur l'hépatite B, etc., parce qu'on connaît un certain nombre de facteurs de risque. Quand on regarde les enfants qui ne sont pas nés en France, on a un gros trou avec des couvertures vaccinales qui ne rattrapent jamais les couvertures vaccinales des enfants nés en France. Donc ça aussi, je peux vous le faire parvenir. Mais je pense qu'une étude nationale d'envergure, si MDM est OK, moi je suis... Voilà, on peut en parler. Oui, on a cru que la séance allait commencer, là. Ça s'est éteint, mais donc ça veut dire qu'il faut qu'on s'arrête. Donc... je vous remercie de votre attention. Je crois qu'il y a un quart d'heure de pause. Qu'est-ce qui se passe là? On me dit qu'il y a quelqu'un qui veut parler, c'est ça? Oui, c'était ici. Je suis désolé, Antoine. Je suis désolé parce qu'en fait, on a des gens qui sont en distanciel et on a des consignes pour qu'ils puissent se remettre en connexion à 11h15. Donc, on est pris par ça aussi, tu vois. Voilà. Donc ça ne va pas être possible. Donc un petit quart d'heure pour le café, revenez bien à l'heure. Normalement c'est 11h15. Voilà. Ouais.